Bonjour à tous. De nouveau, je suis le docteur Brun, je suis praticien hospitalier, psychiatre au centre hospitalier Charles Perrins. Pour la troisième fois aujourd'hui, je vais vous faire une présentation euh, concernant ma spécialité, la psychiatrie, euh, mais applicable de manière générale par tout médecin et particulièrement par vous en tant qu'interne qui intervenez sur le CHU. Alors pour rappel, moi je fais partie d'une équipe de psychiatrie de liaison. Donc on intervient dans une grande partie des unités du CHU pour évaluer et orienter des patients qui souffriraient de troubles psychiatriques. Je voudrais juste avant de commencer le cours d'aujourd'hui faire une toute petite parenthèse sur le cours de la dernière fois où je vous avais parlé notamment d'échelle d'évaluation de la dépression. De mémoire, je vous avais parlé de la MADRS, qui est une des échelles les plus standards, et l'auto-questionnaire de Beck, qui est un test qu'on donne aux patients et qui remplit eux-mêmes pour évaluer l'intensité des symptômes dépressifs. Et je vous avais parlé de la GDS, je n'avais pas rien dit de particulier là-dessus. En fait, c'est une échelle spécifique pour l'évaluation de la dépression chez les personnes âgées. Donc, c'est la Geriatric Depression Scale, qui peut être très utile. Là encore, quitte à me répéter, il faut bien savoir discriminer aussi, parce que les personnes âgées que vous allez rencontrer au CHU, forcément, ils sont pour quelque chose. Ils sont hospitalisés pour une raison précise qui va influer sur leur morale, bien évidemment. Toutes ces échelles, même, elles sont plutôt applicables dans le milieu habituel des patients et hors événements stressants intercurrents, notamment pathologies somatiques décompensées. Aujourd'hui, je voulais vous présenter alors quelque chose d'assez simplifié concernant les traitements psychotropes. Je vais évoquer la quasi-totalité des classes de traitements psychotropes qu'on utilise en psychiatrie, mais sans rentrer forcément dans les détails. L'idée, c'est que vous ayez un peu des repères et pourquoi pas des guidelines sur comment les utiliser en pratique courante, à la fois au CHU et plus tard si vous travaillez en ambulatoire en tant que libéral ou dans d'autres structures en amont d'une intervention psychiatrique ou en absence, parce que malheureusement, comme toutes les spécialités médicales, on a peu de médecins psychiatres à disposition pour la population générale. Voilà, pour commencer, là, de manière très, très simplifiée, encore une fois, les différentes classes de traitements psychotropes qu'on utilise couramment. J'en dirai deux mots et par la suite, je rentrerai plus dans les détails pour les traitements qui me paraissaient les plus intéressants pour vous de connaître. Donc, en premier, il n'y a pas d'ordre d'importance, mais je vais dire un mot sur les antipsychotiques. Là aussi, il y aura des choses un peu plus pratiques par la suite. Donc, les antipsychotiques, c'est des médicaments qui ont été découverts initialement par des anesthésistes. En fait, on s'est rendu compte que les traitements qui étaient utilisés pour sédater ou accompagner l'anesthésie des patients avaient des propriétés antipsychotiques, antiproductives, donc qui luttent contre les symptômes positifs dans les troubles psychotiques, dans la schizophrénie notamment. On les appelait avant les neuroleptiques. Depuis maintenant plusieurs années, enfin bien 20 ans, on a ce qu'on appelle des nouveaux antipsychotiques. De manière très schématique, les vieux antipsychotiques, donc alloperidol, Nosinant, Largactil pour le plus vieux, vont avoir un effet généralement très sédatif, très antiproductif, mais avec des effets secondaires très importants, surtout au niveau neurologique. Ça donne énormément de syndromes extrapyramidaux. Et les nouveaux antipsychotiques, les antipsychotiques de deuxième génération, eux, vont être beaucoup moins iatrogènes à ce niveau-là.
mais par contre va avoir un gros impact au niveau métabolique, et notamment, entre guillemets, les plus efficaces, les plus incisifs des traitements antipsychotiques comme la clozapine ou le lorazapine, ils vont avoir tendance à donner des syndromes métaboliques, favoriser des diabètes, des hypercholestérolémies, des prises de poids importantes parfois chez les patients. Donc ça, c'est pour les effets secondaires. Ce qui est important, c'est que à savoir, c'est que ces traitements, ils sont pas limités, leur prescription n'est pas limitée aux patients qui souffrent de troubles psychotiques. On les utilise très couramment, de plus en plus couramment, à visée anxiolytique, par exemple, et très souvent, dans le cadre de la psychiatrie de liaison, on recommande l'utilisation d'antipsychotiques à faible dose à visée anxiolytique, donc sédative, et pour la gestion du stress, de l'anxiété des patients, parce qu'ils ont des effets secondaires qui sont différents, parfois plus intéressants, enfin, moins iatrogènes, moins graves que les autres anxiolytiques. Et on les utilise également dans beaucoup d'autres pathologies psychiatriques que la schizophrénie, à visée de potentialisation des autres traitements en association en général. Donc, c'est pas parce que vous voyez un antipsychotique prescrit sur une ordonnance d'un patient qu'il a forcément le diagnostic de schizophrénie ou de troubles psychotiques de manière générale. Ensuite, bon, la grande classe, les antidépresseurs. Alors, là aussi, j'en dirais quelques mots de manière très pratique pour vous. Concernant cette classe, moi, je ne suis pas forcément le médecin le plus, enfin, en tout cas, le psychiatre le plus expérimenté pour en parler. C'est des médicaments que j'utilise personnellement peu, à la fois en psychiatrie de liaison et dans mes autres activités. Je prends en charge des patients qui n'ont pas forcément des problématiques dépressives au premier plan, mais les informations que je vais vous donner, c'est une information de base et même relativement poussée qu'on pourrait demander à un médecin généraliste, par exemple. Au-delà, enfin, mieux vaut faire appel à un psychiatre, et si possible un psychiatre expérimenté dans l'utilisation de ces traitements. Ensuite, on a une classe qu'on appelle les thymorégulateurs. Alors, les thymorégulateurs, leur indication principale, c'est le trouble bipolaire. Donc, ce qu'on appelait avant la psychose maniaco-dépressive. J'en parlerai un peu plus tard. Là, on touche déjà des choses, enfin, que vous n'avez pas à connaître, à mon sens, qui sont de l'ordre de vraiment de la spécialité psychiatrique. Ça me paraît trop exigeant et trop complexe à savoir manier en dehors d'un psychiatre. Par la suite, on parlera des anxiolytiques. Donc, anxiolytiques, c'est un peu un fourre-tout. Je vous ai dit que les antipsychotiques étaient anxiolytiques, mais là, c'est plus spécifiquement pour parler des benzodiazépines et des antihistaminiques. Donc, qui sont les deux principales classes d'anxiolytiques au sens commun du terme, on va dire. Là, j'en parlerai un peu plus. Les hypnotiques, donc, que j'aurais pu ranger dans les anxiolytiques, d'ailleurs, je vous les présenterai en même temps, en fait. Et enfin, on a quelques autres classes de traitement, mais là un peu comme les thymorégulateurs, on rentre dans l'ultra spécialité de psychiatrie. Par exemple, les stimulants, on a certainement entendu parler, comme la Ritaline, le Concerta, qui sont prescrits entre autres aux patients qui souffrent de TDAH, de troubles déficit de l'attention avec hyperactivité, donc des enfants mais aussi des adultes. Là, on est dans quelque chose que vous n'avez pas spécifiquement à connaître. Et ensuite, bon, la kétamine, là, c'est aussi c'est en cours d'utilisation, en tout cas en cours on explore l'efficacité de ce traitement dans la prise en charge des crises suicidaires et des états dépressifs. On a un niveau plutôt de recherche, par exemple ici dans le pôle universitaire, on l'utilise pour des patients suicidaires, mais dans le cadre plutôt de protocole de recherche pour évaluer en fait l'efficacité. On n'est pas sûr pour l'instant de l'intérêt spécifique de cette molécule. C'est plus pour votre culture. Alors, donc une question qui revient
très fréquemment, non seulement à nous, à notre équipe de liaison, mais aussi qui est source de pas mal d'appels au CECOP, par exemple, quand vous êtes de garde, c'est on a un patient qui est très anxieux, suicidaire, agité, quel type de molécules faut-il privilégier? Alors, heureusement, les réponses, en fait, elles sont assez simples, hein, et on donne à peu près toujours les mêmes. Globalement, il y a deux classes à connaître avec des indications qui sont différentes. Malheureusement, ce qu'on voit très souvent, c'est une utilisation très importante des benzodiazépines, alors que comme vous le voyez là sur la diapo, les indications sont relativement limitées. En fait, on préconise le recours aux benzodiazépines en cas de sevrage en alcool ou en cas de prise de psychostimulants. Mais en urgence, ce qu'on va recommander le plus souvent, c'est les antipsychotiques. Parce qu'en termes d'efficacité, enfin de balance bénéfice-risque, très clairement, ils sont bien plus intéressants dans ces situations d'urgence. Et en premier lieu, alors ça, à mon avis, si vous demandez à deux psychiatres, ils ne vous donneront pas les mêmes guides, mais en tout cas, nous, ce qu'on recommande, c'est essentiellement l'halopéridol, qui est une molécule qui est très intéressante. Et je vous expliquerai pourquoi, tant en termes d'efficacité que de praticité d'utilisation. Alors, petit aparté, il y a certaines situations qui peuvent, malgré des états cliniques qui peuvent être assez impressionnants à voir et très handicapants pour le patient, sont des non-indications ou nécessitent des précautions d'emploi dans l'utilisation des anxiolytiques. Je voulais particulièrement faire évoquer donc, trois situations, mais en fait qui sont toutes reliées les unes aux autres. Globalement, on va dire la même chose. Là, les attaques de panique, donc ce qu'on appelle communément les crises d'angoisse. Le souci, c'est que quand le patient vit une attaque de panique, le temps que vous lui prescriviez un traitement, qu'il le prenne et qu'il soit efficace, surtout l'attaque de panique aura cessé. C'est des situations qui sont assez impressionnantes à voir et très source de grande souffrance pour les patientes. Mais malheureusement, dans ce contexte précis, en fait, le traitement en urgence va sédater le patient ou va l'anxioliser après la crise et ne va pas régler le problème de la crise. Donc, quand vous avez des patients qui font des attaques de panique, qui font des crises d'angoisse aiguë, le mieux, c'est de demander une évaluation et qu'on recommande un traitement plutôt, un traitement de fond d'emblée, ou en tout cas un traitement que le patient va prendre tous les jours pour éviter l'apparition de ces attaques de panique, plutôt qu'un traitement si besoin au moment où il va faire l'attaque de panique. Ensuite, il y a la problématique des troubles de l'adaptation. Enfin, c'est surtout pour vous parler de l'état de stress aigu que j'évoque ensuite. L'état de stress aigu, donc c'est une réaction entre guillemets normale du psychisme quand on est confronté à une situation de stress aigu, donc de mort imminente ou des situations d'agression, enfin tout ce qui là aussi je ne veux pas trop compliquer les choses, donc tout ce qui pourrait donner lieu derrière un syndrome de stress post-traumatique. En fait, de manière normale, un patient qui passe près de la mort, qui a un accident grave, va avoir des symptômes de stress post-traumatique, donc cauchemar, reviviscence, hypervigilance, un certain nombre de symptômes somatiques, de palpitations, sueur, tachypnée. Ces symptômes disparaissent avec le temps, dans la grande majorité des cas. Mais chez certains patients, ils se maintiennent, voire ils s'aggravent et accompagnés d'autres symptômes comme des symptômes psychotiques, des hallucinations visuelles ou auditives. Mais c'est une petite frange des patients qui ont développé un syndrome de stress post-traumatique. Le risque, le problème quand on est en face à un stress aigu, c'est qu'on ne connaît pas l'évolution. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a certains anxiolytiques qui vont favoriser le développement d'un stress post-traumatique, et ces anxiolytiques sont les benzodiazépines. Donc,
Ce qu'on recommande, nous, très souvent, alors on intervient assez régulièrement dans le service des brûlés, notamment donc des gens qui, de manière volontaire ou non, enfin dans les états de stress aigu, c'est plutôt des situations involontaires, des accidents, des explosions, de bonbonnes de gaz, ce genre de choses. Ils vont avoir ces symptômes de stress aigu. Le premier réflexe des médecins, ça va être de vouloir apaiser, de les aider à dormir, donc mettre en place des hypnotiques, des benzodiazépines. Et en fait, ça, derrière, ça peut faire le lit de syndrome de stress post-traumatique. Donc, dans ces cas précis, vraiment, on est dans la contre-indication à un certain type d'anxiolytique, donc aux benzodiazépines. Donc, l'halopéridol, donc, si vous avez suivi, en fait, c'est ce qu'on va vous recommander dans 75-80% des situations d'agitation ou d'anxiété au sein de vos services. L'intérêt de cette molécule, alors, c'est encore une fois, c'est un antipsychotique, c'est un vieil antipsychotique, c'est une première génération, donc il va donner pas mal de syndromes extrapyramidaux. Mais bon, les posologies qu'on recommande, elles sont assez faibles et puis les prises sont limitées dans le temps, donc c'est pas des problèmes qui vont concerner vos patients généralement. L'intérêt de cette molécule, c'est que parmi les antipsychotiques, c'est une des moins anticholinergiques, donc qui a quand même des effets secondaires, mais il y a certains effets secondaires qu'elle a moins que les autres, notamment tout ce qui est rétention aiguë d'urine, sur l'hypertrophie bénigne de prostate, les glaucomes aigus, ce genre de choses ont moins de risques d'apparaître, et y compris les troubles du transit aussi. Ils ont moins de risques d'apparaître avec cette molécule en particulier. L'intérêt de cette molécule aussi, c'est qu'elle a de très nombreuses galéniques et avec de très nombreuses utilisations possibles. Donc, de manière très pratique, ça existe en comprimé, mais ça existe aussi en injection intramusculaire. Donc, dans le cas où le patient n'est pas en capacité ou ne souhaite pas prendre un traitement qui pourtant est indiqué, il y a la possibilité de faire une injection aux mêmes posologies qu'en Péros. Et enfin, ça existe en solution buvable. Enfin, l'intérêt particulier de la solution buvable de l'aldol, en fait, c'est que c'est un liquide qui va être inodore, incolore et insipide. Donc, c'est de l'eau. Donc, c'est très facile pour le patient de le prendre. Et ça favorise l'observance médicamenteuse, contrairement à d'autres médicaments qui, très clairement, sont dégueulasses, pour dire les choses. Qui vont avoir des couleurs étranges, qui peuvent inquiéter les patients. Là, l'aldol, c'est vraiment de l'eau. Donc, ça, en général, c'est plutôt apprécié par les patients. En tout cas, c'est plus facile à prendre que d'autres médicaments. Petit aparté sur les galéniques, les modes de dispensation. L'halopéridol, alors je suis plus certain s'il a encore la même ou non. De manière générale, tous les antipsychotiques, enfin les quelques antipsychotiques qui existent par voie IV, leurs règles de dispensation sont très particulières. En fait, nous en tant que psychiatres, on les utilise jamais en intraveineux. Je sais que les anesthésistes les utilisent. Pour différents buts, mais moi, c'est un mode de dispensation qu'on ne recommandera jamais parce qu'on n'a aucune expérience dessus. Et s'il y a besoin de passer un antipsychotique par voie IV, sa place est plutôt auprès d'anesthésistes que d'autres spécialités. Concernant les posologies, alors voilà, je vous ai noté qu'il faut l'adapter en fonction de l'état général du patient. Les posologies des traitements psychotropes en urgence, on a des grands cadres, notamment pour les benzodiazépines. Pour les antipsychotiques, c'est malheureusement un peu plus au cas par cas. En fait, c'est très difficile de prédire l'efficacité d'un traitement, la réponse du patient à un traitement. Donc, je vais vous donner des repères et à adapter en fonction des situations que vous rencontrerez. On vous recommande de 1 à 5 mg si besoin, donc en cas d'agitation, d'anxiété importante. Pour vous donner un repère très, très pratique, nous, quand nous sommes de garde, enfin, quand on travaille sur le CECOP, le service d'urgence psychiatrique, et qu'on a un patient qui arrive
en état maniaque ou avec une symptomatologie psychotique décompensée, des patients qui sont très délirants, qui peuvent être très, très angoissés, très agités. Le premier réflexe, on leur donne la dose de base qui est pour nous 5 mg. Là aussi, petit moyen de se rappeler, en fait, pour les antipsychotiques en intramusculaire, sont des fioles qui, en général, on donne une ampoule de, on donne une ampoule en cas d'urgence. Donc pour l'halopéridol, les ampoules font 5 mg. Pour l'oxapac, par exemple, c'est 50 mg, le tertian aussi, de mémoire. Voilà, donc en cas d'urgence, c'est plus facile si on réfléchit pas trop, et donc une ampoule d'une molécule, quelle qu'elle soit, du moment que vous la maîtrisez un petit peu. Pour l'halopéridol, la dose maximale théorique est de 20 mg par jour. Alors, en psychiatrie, ça nous arrive d'en prescrire des doses beaucoup plus importantes, mais dans des cas particuliers, moi, je ne peux pas vous conseiller de dépasser cette dose-là. Et pour les personnes âgées, les patients fragiles que vous avez très souvent dans vos services, on recommande de diviser les doses par deux. Donc là aussi, enfin, le patient lambda en urgence, on lui donne une ampoule. La personne âgée qui a besoin d'un traitement efficace rapidement en urgence, on lui donne une demi-ampoule. Voilà, c'est vraiment des repères sur ce qu'on fait en pratique. Très important, les posologies sont adaptées en fonction de la réponse clinique. C'est des médicaments qui peuvent mettre du temps, notamment par voie IM, à être efficaces en fonction de la corpulence du patient. Donc, malheureusement, il n'y a que dans les films qu'on plante une seringue dans la fesse du patient et qu'il s'endort dans la minute. Dans la vie réelle, malheureusement, il faut attendre une demi-heure, une heure avant d'avoir une efficacité réelle, parfois même plus, en fonction de la corpulence du patient. Alors, un petit algorithme qui avait été fait par un de nos collègues à l'attention d'un service de soins continus du centre François-Xavier Michelet sur l'utilisation des traitements en urgence. Donc là, vous voyez, en fait, ça reprend ce que je vous expliquais. Devant une agitation, première question, est-ce qu'il y a prise de psychostimulants? Dans ce cas-là, on privilégie les benzodiazépines. Alors là aussi, les posologies sont à titre informatif. Pour le Valium, le diazépam, on recommande 10 mg en une prise, à répéter maximum 4 fois. Le Tranxène, 20 mg, c'est la même chose. Vous multipliez la dose totale par 4. S'il n'y a pas de psychostimulant, on se pose la question du syndrome de sevrage en alcool. Et dans ce cas-là, vous voyez à nouveau que les traitements privilégiés, mais comme on en a parlé lors des précédents cours, ça va être d'abord les benzodiazépines et dans un second temps, s'il y a une persistance de symptômes, les antipsychotiques et là, l'halopéridol. S'il n'y a ni prise de psychostimulant, ni syndrome de sevrage en alcool, là, les antipsychotiques seront en première intention. Donc en fait, vous voyez, heureusement, tous vos patients ne sont pas consommateurs ni de psychostimulants, ni de consommateurs excessifs d'alcool. Donc on va très souvent en fait, vous recommander les antipsychotiques en première intention. Et donc là, on reparle de l'halopéridol. En dessous, il y a des alternatives qui sont évoquées, notamment le Risperdal. Alors pour les personnes âgées, en fait, halopéridol, Risperdal, on est sur des molécules très proches. Je continuerai à vous recommander l'halopéridol. Le Zyprexa, là, c'est plus spécifique. Enfin, c'est plus particulier. Certains psychiatres l'utilisent pas mal. Moi, personnellement, c'est pas dans mes habitudes. Surtout parce que, alors, une chose à savoir avec cette molécule, donc le Zyprexa, c'est l'olanzapine. En péros, ça ne pose pas de problème, on peut l'associer avec d'autres médicaments, mais par voie intramusculaire, il y a un gros risque de défaillance respiratoire. Et donc, si vous associez du Zyprexa en intramusculaire avec une benzodiazépine, c'est un bon moyen pour régler la situation de manière définitive par arrêt respiratoire du patient. Mais ce n'est pas ce que vous souhaitez, j'imagine.
Donc, les autres antipsychotiques qu'on peut vous recommander au cas par cas, plus pour la culture, mais ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Le premier, là, c'est la siamémazine, c'est le tertian, alors qu'on utilisait beaucoup pendant très longtemps en traitement d'urgence, qu'on utilise un peu moins à l'heure actuelle parce qu'il n'est pas forcément, c'est pas forcément le plus sédatif ni le meilleur antiproductif, mais c'est un bon traitement. Alors là, c'est de l'expérience personnelle, hein, je ne peux pas m'appuyer sur des recommandations ou de la littérature, mais c'est assez efficace justement sur les états de stress aigus. Euh, pour les patients qui font des cauchemars, qui ont des reviviscences, qui sont en hypervigilance, c'est une bonne alternative aux antihistaminiques en première intention, plutôt qu'utiliser des benzodiazépines, encore une fois, pour éviter la transformation en syndrome de stress post-traumatique. L'amisulpride, c'est le Soliant, son nom commercial. Alors, petite spécificité de cette molécule, c'est que de mémoire, c'est le seul antipsychotique qui a un métabolisme rénal. Donc, on ne peut pas trop l'utiliser, en tout cas, on ne peut pas le recommander chez les insuffisants rénaux, contrairement à tous les autres antipsychotiques et de manière générale, la quasi-totalité des psychotropes, hormis le lithium et le solium, qui sont en métabolisation hépatique. On peut la recommander, la misulpride, généralement dans les états maniaques. En fait, c'est un bon antimaniaque, assez sédatif, et qui a une efficacité, notamment, moi, j'en parlerai un petit peu plus tard, sur les manies, ou en tout cas hypomanies que vous pouvez rencontrer chez des patients à qui on prescrit des corticoïdes. L'olanzapine, donc le Zyprexa, je vous en ai déjà parlé. Donc, la voie intramusculaire est contre-indiquée en association avec les benzodiazépines. Ensuite, Amperos, c'est un médicament qui est assez efficace, hein, en termes de sédation. Enfin, deux antipsychotiques, alors là, qui peuvent intéresser plus spécifiquement les neurologues, notamment ceux qui prennent en charge les patients qui souffrent de maladie de Parkinson. Sont la clozapine et la quetiapine, donc qui ont la spécificité par rapport à tous les autres antipsychotiques, y compris les autres antipsychotiques de seconde génération, n'être pourvoyeurs de quasiment aucun syndrome extrapyramidal. Donc c'est extrêmement intéressant pour ces patients donc, là aussi, hein, je vais en parler, mais qui ont ces problématiques neurologiques, à qui on donne des traitements qui favorisent un certain nombre de symptômes psychiatriques, d'avoir recours à ces traitements antipsychotiques qui sont très efficaces, en particulier la clozapine, qui est l'antipsychotique le plus efficace qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle, mais sans aggraver les symptômes neurologiques qui sont au départ de leur suivi pour les maladies Parkinson, enfin ce type de pathologie. Voilà. Bon. Les antidépresseurs. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis loin d'être un spécialiste de ces molécules en particulier. Donc, là, c'est un peu les traitements antidépresseurs pour les nuls, mais à mon sens, en tout cas, pour une bonne partie de mon activité, moi, ça me suffit. Et je pense que pour des médecins généralistes, c'est amplement suffisant, voire c'est assez. C'est déjà pas mal de connaissances, je pense. De manière très, très simplifiée, les antidépresseurs, on les utilise dans la dépression unipolaire. On les utilise aussi beaucoup à haute dose dans tout ce qui est troubles anxieux, troubles paniques, agoraphobie, état de stress post-traumatique aussi. Moi, il y en a deux. Quand on veut mettre en place un traitement antidépresseur, les recommandations, elles sont toutes unanimes. La première intention, ça sera toujours un ISRS, donc un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, qui, tant en termes d'efficacité que de tolérance, sont bien supérieurs aux autres. Et parmi les ISRS, donc il y en a une liste longue comme le bras, il y en a deux particulièrement qu'on recommande parce qu'ils sont très intéressants au niveau de la tolérance et du faible nombre d'interactions médicamenteuses qu'ils peuvent avoir. Donc,
ce qui est très intéressant avec vos patients qui, par définition, sont hospitalisés pour autre chose qu'un problème psychiatrique. En tout cas, ils n'ont pas que ça. Les deux traitements qu'on recommande le plus, donc, ce sont la sertraline, le Zoloft, qui existe en posologie de 25 à 50 mg. 25 mg, c'est uniquement pour surveiller la tolérance. En général, on la préconise chez les patients, chez les sujets âgés. On commence à 25 mg pendant une semaine, et si c'est bien toléré, on passe à 50 mg, qui est une dose efficace. On ne voit l'efficacité réelle de l'antidépresseur qu'au bout de 3 à 4 semaines, hein, comme la plupart des psychotropes. Le second que je pourrais vous conseiller, c'est la fluoxétine, le Prozac. Donc, si la sertraline est mal tolérée, on va vous recommander cette molécule notamment. Alors, elle a un intérêt particulier. Alors parfois, on l'utilise notamment en service d'endocrino, dans les services qui accueillent des patients souffrant d'obésité. Celui-là, c'est aussi un des rares psychotropes qui a un effet anorexigène. La plupart des psychotropes vont augmenter l'appétit des patients, mais la fluoxétine fait partie des rares qui vont justement limiter la prise de poids. En tout cas, ils ne vont pas entraîner d'augmentation de l'appétit et donc, par là même, limiter la prise de poids. Ensuite, je voulais juste vous parler d'un traitement qui me paraît assez intéressant, qui est la mirtazapine, le Norset, donc qui est un IRSNA, un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Cette classe de molécules va être plus iatrogène que les ISRS, hein, il y a plus d'effets secondaires. Mais la mirtazapine, elle est assez intéressante parce qu'elle a un effet sédatif. Alors, il y en a d'autres, hein, il y a le floxifral par exemple qui va être aussi sédatif. Mais pour les patients qui ont des dépressions avec des gros troubles du sommeil, ça permet plutôt que d'associer un ISRS à une benzodiazépine ou un autre anxiolytique pour les aider à dormir, là on a une seule molécule qui va agir sur à la fois l'humeur et le sommeil. Vous verrez passer énormément d'autres antidépresseurs, souvent des ISRS, hein, les laboratoires en sortent de manière assez régulière. Je sais jusqu'à quelques années, on voyait beaucoup de séroplex, il y avait un bon gros lobby des laboratoires pour faire prescrire du séroplex, notamment aux médecins généralistes. En fait, il n'y a pas vraiment d'ISRS qui est au-dessus des autres, malgré tout ce qu'ils pourront vous dire. En tout cas, ils peuvent être certaines molécules vont être plus intéressantes sur certains profils de dépression, mais là on rentre vraiment dans l'ultra spécialité, c'est la compétence d'un psychiatre. Moi, ce que je vous conseille, c'est utiliser des choses simples, d'efficacité éprouvée et le moins iatrogène possible. Donc pour votre culture, il y a d'autres antidépresseurs qui existent, qui sont plus anciens, qui vont être encore plus iatrogènes que les précédents, donc les tricycliques, les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Ça, on ne peut pas vous demander de savoir les manier, et très honnêtement, moi ça m'arrive très rarement d'en prescrire. Petit rappel sur les noms d'indications, contre-indications des antidépresseurs. Donc, il n'y a pas d'indication stricto sensu des antidépresseurs dans les états dépressifs caractérisés d'intensité légère à modérée. Parce que, en fait, dans ces situations-là, ce qui marche le mieux, c'est la psychothérapie. Malheureusement, on est très souvent amené à prescrire, au moins dans les états dépressifs caractérisés d'intensité modérée, de prescrire des antidépresseurs par manque de psychothérapeutes. Le stress aigu en soi, une réaction suite à un événement traumatique, qui est une réaction, je le rappelle, normale, n'est pas une indication à mettre en place un traitement antidépresseur. La dépression bipolaire, donc qui rentre dans le cadre d'un trouble bipolaire, n'est pas une indication non plus à l'instauration d'un traitement antidépresseur, non seulement parce que ce n'est pas efficace en fait, sur une dépression bipolaire, et en plus, il y a un très fort risque de iatrogénie psychiatrique, là, pour le coup, avec des compensations sur un mode maniaque, soit à l'instauration du traitement, soit aussi à l'arrêt, ce qui est moins intuitif. Mais en tout cas, c'est jamais recommandé officiellement. On les utilise parfois dans le trouble bipolaire, les antidépresseurs, mais on va dire que là aussi, on est dans le cadre de la psychiatrie pure et dure. Et enfin, les fléchements anti-réactionnels, donc ça rejoint
les états de stress aigus, quand on est dans des situations dramatiques d'un point de vue médical, social, familial, professionnel, la tristesse de l'humeur consécutive à ça, sans argument pour un trouble dépressif caractérisé, pathologique, vous aurez beau booster la sérotonine d'un patient, mais qui est triste parce qu'il est en deuil ou parce qu'il a une maladie en phase terminale, ça ne changera rien et ça n'amènera que des effets secondaires. Petite diapo sur les thymorégulateurs. Donc là aussi, un peu, c'est plus pour votre culture, mais donc il y a deux classes principales de thymorégulateurs, donc sur les médicaments qu'on utilise essentiellement dans le trouble bipolaire, mais pas que. Donc on a le lithium, donc, qui n'est pas utilisé que pour les batteries des voitures électriques, mais qu'on utilise depuis des années, voire des siècles, en psychiatrie pour réguler les troubles de l'humeur, les troubles bipolaires. J'ai dit des siècles parce qu'en fait, c'est une petite digression, mais on a quelques traces archéologiques en fait enfin, des sources historiques et qui mettaient en évidence que dans la Grèce antique ou la Rome antique, les patients qui souffraient de ce qu'on pense être des troubles bipolaires en phase maniaque, ils allaient faire des cures en fait dans des sources d'eau chaude où l'eau est très chargée en lithium et ça les apaisait. C'est pour ça que je dis que ça, a priori, ça fait des siècles qu'on le connaît. En fait, c'est le meilleur médicament encore à l'heure actuelle de traitement du trouble bipolaire. Et les autres traitements thymorégulateurs sont essentiellement des traitements antiépileptiques, donc que les neurologues utilisent plus trop, ou en tout cas plus rarement en ce moment, mais que nous on utilise quotidiennement, donc l'Amictal, le Dépacode, Dépakine, l'acide valproïque et le Tegretol, la carbamazépine. Alors, un autre gros chapitre qui concerne les benzodiazépines. J'ai déjà évoqué lors des précédents cours et au début de celui-ci les recommandations qu'on veut vous faire concernant les benzodiazépines, donc, qui comprennent le Valium, le Xanax, le Lexomil, le Temesta, enfin, le Seresta. Il y a une quantité, très très grande quantité de molécules, alors qui ont une pharmacologie différente. Hein. Il y a des demi-vies courtes, des demi-vies longues, des traitements qui vont avoir des pics très rapides et d'autres, au contraire, plus un effet nappe qui va durer très longtemps. Et on ne va pas vous demander de connaître spécifiquement la classe, enfin, le mode d'action de chaque molécule. Les recommandations qu'on peut vous faire, c'est qu'une benzodiazépine, ça se prescrit en monothérapie. On n'associe pas du Valium avec du Xanax avec un hypnotique, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas savoir ce qui est efficace et de donner le maximum d'effets secondaires aux patients. Donc, quand il y a une benzodiazépine qui est initiée et que son efficacité n'est pas suffisante ou jugée pas suffisante parce qu'il y a une persistance de l'anxiété, une persistance de troubles du sommeil, la recommandation, c'est de majorer jusqu'à la posologie maximale et pas faire d'association. Et là, c'est pas que même en psychiatrie, on fait des associations et que ça relève du savoir d'un psychiatre. En fait, on ne fait pas de polythérapie de benzodiazépine en psychiatrie également parce que ça n'a pas d'intérêt. On prend une molécule et dont on adapte la posologie pour qu'elle soit efficace. Et sinon, on change de molécule. Il y a des sites qui permettent de voir l'équivalence entre les différentes molécules, entre l'alprazolam, le diazépam. Ça se trouve très facilement sur Internet. Il suffit de faire équivalence benzodiazépine si vous voulez changer de molécule. Les traitements par benzodiazépine, ils doivent être limités dans le temps. Parce que conduite addictive avec les benzodiazépines, c'est des médicaments qui sont très addictogènes. Donc, prescription limitée dans le temps aux posologies les plus faibles possibles et
l'arrêt du traitement se ferait de manière progressive, parce qu'il y a un fort risque de crise d'épilepsie. En fait, vu que ce sont des traitements anti-épileptiques, on abaisse le seuil épileptogène, et si on les arrête d'un coup, le patient risque de faire une crise d'épilepsie. Un certain nombre de contre-indications et de précautions d'emploi. Donc, chez les personnes âgées, on recommande des demi-vies courtes. Parce que, étant donné que la métabolisation se fait plus lentement, en fait, les personnes âgées ont tendance à accumuler les benzodiazépines dans le sang et à avoir à terme des troubles de la conscience, des états confusionnels avec ce type de traitement. Donc on recommande plutôt les demi-vies courtes. Je vous en ai mis 2 exemples en dessous. L'alprazolam, donc c'est le Xanax, et l'oxazépam, c'est le Seresta. Les troubles de l'usage, comme je vous ai dit, c'est fortement addictogène. Et un patient qui va déjà être addict à une autre molécule a de fortes chances de le devenir aux benzodiazépines. Les troubles respiratoires, donc, des médicaments qui sont pourvoyeurs de dépression respiratoire, donc à éviter, notamment en pneumologie ou dans les services de réa. La myasthénie, alors ça, moi, ça m'est jamais arrivé de rencontrer la situation dans le cadre de la liaison, mais c'est une contre-indication, là aussi, par risque de dépression respiratoire. L'insuffisance hépatique, alors là, il y a une petite spécificité, en fait, c'est que la plupart vont avoir une métabolisation hépatique, mais il y en a un que nous on utilise beaucoup, et heureusement qu'on peut l'utiliser dans le cadre des sevrages d'alcool, c'est le Seresta, l'oxazépam, qui en fait ne va pas avoir de métabolisation hépatique. De manière très simplifiée, le Valium, quand il est pris péros ou injecté, passe par le foie et est transformé en oxazépam. Donc, si vous donnez directement du Seresta, il n'y a pas besoin il y a une partie de la métabolisation en moins et le traitement est efficace directement. Et encore une fois, je me répète, les états de stress aigu et les états de stress post-traumatique sont une contre-indication ou une non-indication à la prescription de benzodiazépine. Donc, comme je vous ai dit, deux exemples de demi-vie courte, le Xanax et le Seresta, et 2 exemples de demi-vie longue, le Valium et le bromazépam de Marcel Temesta à vérifier. Bon, alors ça, c'est en toute fin, je vous parle de l'antidote, mais ça, les urgentistes connaissent bien mieux que moi. Si jamais vous avez un patient qui a fait une tentative de suicide ou qui a trop pris de manière involontaire une trop grande quantité de benzodiazépine, l'antidote, c'est le fumazénil. En pratique, je crois qu'il n'est pas tant utilisé que ça, notamment dans les IMV, parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'a pris le patient et si jamais il a pris d'autres médicaments proconvulsivants, enfin qui abaissent le seuil épileptogène aussi. Il y a un fort risque de convulsion et grande partie des psychotiques. Les autres anxiolytiques, donc, on les recommande pas très souvent, très honnêtement, parce que souvent on recommande une benzodiazépine, soit on va recommander un antipsychotique, mais il y en a d'autres que vous pouvez rencontrer ou être amené à prescrire des anxiolytiques. Ils sont les antihistaminiques, donc il y a l'hydroxyzine, c'est l'atarax, et l'amimazine qui est le Terralène. C'est des médicaments qui sont très fortement anticholinergiques, qu'on utilise rarement, mais qui peuvent être intéressants, notamment quand le patient n'a pas trop envie de prendre un médicament qui est étiqueté schizophrénie, qu'on n'a pas non plus envie de lui prescrire une benzodiazépine. Enfin, et je crois que c'est la dernière diapo, je voulais faire un petit point sur les traitements que vous prescrivez et derrière qui peuvent induire des symptômes psychiatriques. Alors, c'est loin d'être une liste exhaustive, mais c'est ceux qu'on rencontre le plus souvent dans le cadre de la psychiatrie de liaison. Et les premiers, alors ça ne va pas faire plaisir aux neurologues, c'est une source d'embrouille, de divergence d'opinion sur les antiépileptiques. Nous, en tant que psychiatre, on n'est pas du tout friand des nouveaux antiépileptiques, et en particulier le Keppra et le Vimpat, qui favorisent l'impulsivité, qui peuvent faire apparaître des symptômes psychiatriques, voire psychotiques chez des patients.
On leur préfère très très largement les antiépileptiques thymorégulateurs et notamment l'amygdale et le tegretol qui sont anti-impulsifs et qui ne sont pas iatrogènes au niveau psychiatrique. Voilà, si jamais vous avez des patients qui ont ce type de molécules et qui vous disent qu'ils sont tendus, qu'ils sont irritables, peut-être poser la question à leur neurologue si c'est pas intéressant de changer ou de réévaluer le traitement. Un grand classique de la psychiatrie de liaison, c'est les réactions, la iatrogénie psychiatrique des corticoïdes. Alors, il n'y a pas de rapport dose-effet. Il y a certains patients, vous leur donnerez, alors, je n'ai pas de repère en tête, mais je ne sais pas, 10 mg kilo de corticotropes, et ils seront, comme vous et moi, sans aucun problème. Et il y en a d'autres, vous leur donnez une microdose, 5 mg une fois, et ils vont décompenser. Ça peut se faire il peut y avoir une décompensation, alors essentiellement maniaque, et généralement hypomaniaque, c'est ce qu'on voit, donc avec une exaltation de l'humeur, parfois une irritabilité, tous les symptômes qui vont avec, donc la logorrhée, le fait de parler beaucoup, la tachyphémie, le fait de parler vite, une agitation psychomotrice, une labilité émotionnelle, donc le fait de varier très rapidement d'une émotion à une autre, les gens qui passent du rire aux larmes. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur la manie, mais c'est quelque chose qu'on voit très très fréquemment avec des traitements par corticotropes. Heureusement, là c'est par expérience aussi, c'est des états qui se traitent assez facilement avec des faibles doses d'antipsychotiques. Alors bien entendu, comme c'est pas tout le monde qui va faire une réaction maniaque avec un corticoïde, ça signe généralement une fragilité, mais potentiellement en fait, c'est des patients qui vont juste avoir cet effet secondaire-là et pas présenter d'autres symptômes de troubles bipolaires au cours de leur vie. Donc ça ne signe pas non plus un trouble bipolaire, mais au moins une fragilité. Autre traitement, et alors, c'est encore une fois les neurologues qui sont concernés, c'est les dopaminergiques, donc tout ce qui est l'évodopa, qui est prescrit dans la maladie de Parkinson. Bon, ça, c'est pas très compliqué à comprendre, hein. Les antipsychotiques, leur action principale, c'est une inhibition de l'activité dopaminergique au niveau cérébral. Si on donne un dopaminergique à un patient, ça va faire l'inverse d'un antipsychotique. Donc on peut voir apparaître, notamment, et ça c'est très fréquent chez les patients qui souffrent de Parkinson sous dopaminergique, c'est des hallucinations, des symptômes psychotiques, des idées délirantes. Aussi d'autres symptômes un petit peu plus originaux, on va dire, des addictions au jeu ou des addictions au sexe. Bon, ce n'est pas des choses qu'on a rencontrées très fréquemment, mais c'est ce qui est dans la littérature. Donc, ensuite, il y a beaucoup, beaucoup d'autres médicaments qui potentiellement peuvent être pourvoyeurs de iatrogénie psychiatrique. Là, c'est purement littéraire, enfin, c'est issu de la littérature ce que je vous présente, parce que ce n'est pas des problématiques que nous, on a rencontrées, enfin que j'ai rencontrées personnellement et que mon équipe a rencontrées. Donc il y a certains antibiotiques comme le fluoroquinolone, des biothérapies, notamment le méthotrexate, qui peuvent faire décompenser de mémoire plutôt sur des troubles bipolaires. En fait, ça va révéler une fragilité bipolaire, il semblerait. Les hormones thyroïdiennes aussi, par leur effet un peu stimulant, peuvent avoir un peu le même effet que les corticothérapies, mais encore une fois, c'est des choses qu'on n'a pas rencontrées. À la limite, des surdosages en hormones thyroïdiennes en lévothyrox, peuvent donner l'impression d'un état maniaque ou mixte. Mais en général, il suffit juste de baisser le traitement et ça rentre dans. Enfin, un petit mot sur le recours au placebo. Alors ça, pas forcément de message particulier à passer. C'était notre responsable d'unité qui trouvait important de vous en parler, surtout de rappeler que le recours au placebo hors protocole de recherche est considéré comme non éthique, donc à proscrire dans votre pratique courante. J'arrive à la fin
de la présentation, effectivement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, merci à tous.